Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tracy et je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de ma série Tueurs en série africains. Alors aujourd'hui, je vous embarque en Afrique du Sud. Il faut savoir que en ce qui concerne donc la série entre guillemets des tueurs en série, il y a énormément de criminels qui sont originaires de l'Afrique du Sud pour la simple et bonne raison que c'est l'une des parties en fait de l'Afrique qui a un système judiciaire qui est très bien construit, dans lequel il y a des liaisons aussi entre les différentes régions pour permettre de faire le lien entre plusieurs crimes et donc ça permet justement de répertorier un petit peu plus facilement, un petit peu plus rapidement peut-être aussi des criminels et de faire, de décompter en fait tout simplement le nombre de crimes commis par une personne et pour savoir si oui ou non il s'agit d'un tueur en série. Alors il faut savoir que selon la définition, un tueur en série c'est une personne qui a commis au moins 3 crimes. Je suis persuadée aujourd'hui que certaines personnes qui ont commis des crimes, qui sont en prison peut-être, qui ont été arrêtées, sont considérées comme des tueurs uniques, alors qu'en réalité, ces personnes sont des tueurs en série. Simplement, on n'a pas pu soit connaître, soit faire le lien avec d'autres crimes qui avaient été perpétrés dans la région, dans le pays. Donc, ça fait aujourd'hui qu'ils ne sont pas reconnus officiellement comme étant des criminels en série. Quoi qu'il en soit, on ne va pas trop divaguer aujourd'hui. On va faire comme on fait d'habitude. Éteignez les lumières, installez-vous confortablement et nous sommes partis. Alors aujourd'hui, on aborde le cas de Nomia Rosemary Ndlovu, une tueuse en série donc sud-africaine. Nomia Rosemary Ndlovu est née en 1978. C'est une ancienne policière sud-africaine qui a été condamnée pour avoir orchestré la mort de 6 personnes, son compagnon et 5 autres membres de sa famille. Entre 2012 et 2018 avait un seul objectif, un seul, l'argent. Si vous vous intéressez un petit peu au true crime, vous confirmerez qu'il y a 2 raisons qui poussent souvent au crime, selon moi en tout cas, le cul et les écus, le sexe et l'argent. Nomia, elle entre dans la série des écus. Il faut savoir que au titre en fait de ces crimes, elle souscrivait des assurances vie et ensuite, une fois que les obsèques étaient passées, elle allait en fait raconter une histoire à, comment dirais-je, à l'assurance pour pouvoir récupérer l'argent des assurances vie. Nomia Rosemary Ndlovu est née à Buckbridge dans la province du Mpumalanga. Alors sa date exacte de naissance reste un peu incertaine, mais on sait qu'elle est née vers 1978. Sa mère, Maria Nyavala Mushwana, s'est remariée avec Sandro Ndlovu après la mort de son premier mari, Ricotso. Donc Rosemary et sa sœur Audrey Somisa ont pris le nom de leur beau-père et de ce second mariage vont naître 5 autres enfants. Ce qui fait que la mère de Rosemary a en total 7 enfants. C'est important de le savoir. Rosemary et sa sœur Audrey, donc Somisa Ndlovu, sont nées du premier mariage de leur mère, Maria, avec monsieur Ricotso, le père de Rosemary. Par la suite, la mère de Rosemary se remarie avec Sandro Ndlovu après la mort de son premier mari. Rosemary et sa sœur Audrey vont alors prendre le nom de leur beau-père, ce qui explique tout simplement la raison pour laquelle elle porte ce nom Ndlovu. De ce second mariage naissent donc 5 autres enfants, comme je le disais. Joyce, Emelda, Yvonne, Reni et Director Ndlovu. Dès son plus jeune âge, Rosemary était perçue comme une fille plutôt gentille et elle deviendra une femme perçue aussi comme très gentille, très attentionnée.
Cependant, certains membres de sa famille la trouvaient entre guillemets trop parfaite pour être vraie. La gentillesse dont elle faisait part leur semblait factice en raison de sa perfection. Ça leur semblait un petit peu fake. Et la famille était d'origine très modeste, ce qui a poussé Rosemary, après un certain temps passé en famille, à chercher des opportunités ailleurs. Après avoir obtenu son bac dans une école secondaire au Pumalanga, Rosemary s'est rendue à Johannesburg pour trouver un emploi, n'ayant pas suffisamment de moyens pour poursuivre en fait sa formation à l'université, tout simplement. Elle décide d'intégrer le service de police sud-africaine, le SAPS, et à ce moment-là, elle est affectée au poste de police de Tembisa, où elle gravit les échelons tranquillement jusqu'au grade de sergent. La famille de Rosemary est très fière de cette situation qu'on considère comme une véritable réussite professionnelle, un aboutissement compte tenu du milieu dont ils sont issus. Et Rosemary elle-même fait honneur à sa famille. Elle est une femme très forte dans son caractère, physiquement. Elle est un membre respecté, très respecté même des forces de police. Et elle avait une certaine carrure auprès de ses collègues et des administrés. Néanmoins, bien qu'elle fût respectée par ses collègues pour son côté professionnel, elle a un côté qui ne leur plaît pas, c'est sa passion pour les jeux de hasard qui parfois va entraîner des absences injustifiées. Spoiler alerte, elle manquait le travail en gros pour éviter les usuriers qui se présentaient sur son lieu de travail, tout simplement. D'un point de vue sentimental, Rosemary se marie donc à un homme qui est nommé Koza, avec qui elle va avoir un fils, Gentil Kulumani Koza. Mais après la naissance de son fils, son mari Koza est brutalement assassiné et donc Rosemary se retrouve veuve. Son fils va également perdre la vie peu de temps après. 3 ans après ces décès tragiques, Rosemary va rencontrer Maurice Yingwani Mabasa. C'est un chauffeur qui travaille pour l'ambassade des États-Unis à Pretoria et avec qui elle va avoir une fille. Mais même pas un an après leur rencontre, ils décident d'emménager ensemble. Rosemary est très bien acceptée et intégrée dans sa belle famille. Leur relation, quand même, qui était initialement harmonieuse, va quand même se dégrader à cause des problèmes financiers et de la dépendance de Rosemary au jeu. Alors, il faut savoir que les problèmes financiers ne sont pas seulement du fait de Rosemary. Il faut savoir que Maurice était déjà père de 6 enfants lorsqu'il rencontre Rosemary. Et comme il travaille pour l'ambassade des États-Unis et dispose d'un salaire qui est relativement confortable, toute la charge financière de ses 13 frères et sœurs repose sur lui. Donc avec son salaire, ce monsieur prend en charge 13 frères et sœurs, 6 enfants et Rosemary, 20 personnes sans compter lui-même. Un seul salaire, 21 personnes. En 2015, le couple va rajouter une petite fille à tout ce petit monde. À la naissance de la petite, comme vous pouvez vous en douter, les difficultés financières vont s'aggraver et cela va causer énormément de disputes dans le couple. Tout simplement parce que Rosemary, elle, d'un point de vue contribution, ce n'est pas trop ça. Il faut préciser qu'à ce stade de leur histoire, la situation en fait, du couple est relativement compliquée. En fait, Maurice prend financièrement en charge une vingtaine de personnes, comme je l'ai précisé, mais Rosemary, elle, investit la totalité de son salaire dans ces jeux de hasard. Maurice est un peu excédé en fait par les abus de sa compagne et il commence à passer beaucoup de ses nuits dans sa voiture pour éviter de croiser Rosemary et leurs disputes deviennent incessantes. Il en arrive même à envisager une séparation avec Rosemary. Les meurtres de Rosemary vont débuter en 2012 et vont s'enchaîner jusqu'en 2018.
La première victime de Rosemary Ndlovu, c'est Witness Oumou. En fait, en mars 2012, une date qui marque le début donc, de la série de meurtres qui va s'étendre jusqu'en 2018, Rosemary Ndlovu commence sa descente macabre avec une première victime qui n'est autre que son propre cousin, Madala Witness Oumou, âgé au moment des faits de 37 ans. En fait, bien avant le drame, Rosemary avait méticuleusement préparé son plan. Elle approche d'abord Lucy, sa tante maternelle, donc la mère de Witness, avec une proposition en apparence bienveillante. C'est une policière, elle va parler à un membre de sa famille, elle lui explique qu'elle souhaite en fait assurer Witness pour éviter que la famille ne soit accablée par les frais funéraires si un malheur devait arriver. Elle évoque à ce moment-là, de manière assez habile, les difficultés financières rencontrées dans de précédentes obsèques en fait, familiales pour justifier sa démarche. Sans que Witness ne le sache, Rosemary va donc souscrire plusieurs polices d'assurance à son nom. Et dans chacune de ces polices d'assurance, elle va se désigner, elle, comme épouse de Witness et unique bénéficiaire de ses assurances-vie. Évidemment, c'est un mensonge, mais qui va lui permettre plus tard de réclamer les indemnités. Un matin de mars 2012, Witness quitte donc son domicile pour aller au travail. Et ce sera malheureusement la dernière fois que sa famille le verra vivant. Après plusieurs jours sans nouvelles, la famille va finir par alerter les autorités. Rosemary, à ce moment-là, entre en jeu et elle va exploiter sa position de policière. Elle se veut rassurante, bienveillante face à la famille. Elle leur promet de tout faire pour retrouver son cousin. Mais elle va commettre une petite erreur qui, plus tard, va se retourner contre elle. En fait, dans ses conversations avec la famille, Rosemary ne parle jamais de Witness au présent. Elle en parle toujours au passé, comme si elle savait d'ores et déjà qu'il ne reviendrait plus du tout. Malheureusement, le 1er avril 2012, la famille apprend la terrible nouvelle. Le corps de Witness est découvert dans un champ à Clayville, un quartier. L'autopsie révèle un traumatisme crânien fatal. Après la découverte du corps, Rosemary contacte immédiatement les sociétés auprès desquelles elle avait souscrit les polices d'assurance. Elle va alors toucher plusieurs indemnités. 131 000 rounds auprès de la société Soit Mutual, environ 6 777 €. 100 000 rounds auprès d'une société qui s'appelle Olar, environ 5 200 €. Et 20 000 rounds d'une police d'assurance obsèque, un peu plus de 1 000 €, je pense. Une quatrième compagnie va refuser de procéder au paiement. En fait, la compagnie va lui demander les preuves de son mariage avec Witness, puisqu'elle s'était fait passer pour son épouse au moment de la souscription de ses assurances-vie. Et évidemment, elle n'était pas son épouse et elle n'a pas réussi à démontrer justement cette histoire qui était fausse. Donc, elle n'a pas pu récupérer l'assurance. Et malgré tout l'argent qu'elle va quand même toucher, on parle ici d'environ 13 000 €, Rosemary va faire de toutes petites courses pour sa famille et remettre en tout et pour tout la somme de 200 rounds, donc environ 10 € à la famille pour les funérailles. 10 €. À côté de ça, par contre, elle va se faire passer pour quelqu'un de bien. Elle va dire à tout le monde qu'elle a remis 15 000 rounds, c'est-à-dire quasiment 800 €, à sa tante pour lui permettre de se remettre de la situation. Sa tante découvrira d'ailleurs plus tard le stratagème de l'assurance vie et va demander à Rosemary de lui restituer les sommes qu'elle avait perçues, ce que évidemment Rosemary ne fera jamais. Après ça, elle ne fait plus rien jusqu'en juin 2013, un an après le meurtre de Witness. À ce moment-là, donc, une nouvelle tragédie frappe cette même famille, puisque Audrey, la sœur de Rosemary, qui vivait alors dans une chambre qu'elle louait à Tembisa, va décéder.
Vous vous souvenez qu'au début, je me suis longuement étendue sur la famille de Rosemary et j'expliquais que sa mère avait eu 2 enfants de son premier mariage, donc Rosemary et 7 sœurs. Elle était mariée à un monsieur qui s'appelle Africa Matiego, avec qui elle avait eu un fils qui s'appelle Brillant. Le matin du 25 juin 2013, Rosemary va rendre visite à sa sœur. L'ambiance entre les 2 femmes est détendue, elles discutent. À un moment donné, Rosemary va prétexter vouloir du thé. Elle indique à sa sœur qu'elle va elle-même préparer ce thé, mais si sa sœur peut aller lui prendre quelque chose, du pain à la boulangerie. C'est ce que sa sœur va accepter, bien évidemment. Et pendant que sa sœur est absente, Rosemary va préparer le thé et va empoisonner l'une des tasses. Au retour d'Audrey, les sœurs boivent ensemble et Rosemary quitte les lieux. Mais plus tard dans l'après-midi, Rosemary va revenir sur les lieux pour vérifier l'effet du poison. Et elle va constater en fait que Audrey est toujours en vie. Alors plutôt que d'attendre, elle va faire très simple, elle l'étrangle. Et elle la repose sur le lit et elle la recouvre d'une couverture. Ensuite, elle quitte les lieux et attend quand même de revenir le lendemain matin. Mais cette fois-ci, elle va jouer une comédie formidable. Elle frappe plusieurs fois à la porte de sa sœur. Elle n'attend pas très longtemps et toujours dans des airs en fait de drame, elle va commencer à crier qu'Audrey a disparu, alerter les voisins et la police va même être appelée sur place, casser la porte et c'est la police qui va découvrir le corps. Pendant les constatations préliminaires de la police sur place, Rosemary fait délibérément tomber les tasses compromettantes qu'elle a utilisées la veille et qu'elle avait oublié de laver. Elle les récupère, elle les plonge dans un lavabo dans lequel il y a de l'eau et qui se trouve à l'extérieur de la maison. Il y a un sergent qui lui fait la remarque, qui lui dit « Attention, ça pourrait constituer de potentielles preuves ». Et en fait, elle fait comme si elle était trop touchée par le drame et qu'elle ne pouvait pas réfléchir. Et donc, elle fait, entre guillemets, disparaître les preuves qui existaient d'une mort non naturelle, tout simplement, de sa sœur Audrey. Le mobile financier ici est très clair. Comme pour Witness, Rosemary avait souscrit plusieurs polices d'assurance vie au nom de sa sœur, dans lesquelles elle se désignait comme unique bénéficiaire. Et en tout, elle touchera pour sa sœur la somme de 717 421 rand, soit environ 41 900 € suite à ce décès. Et comme pour Witness, elle ne va contribuer que de manière très minimale aux frais des funérailles. Après la mort d'Audrey, Rosemary va laisser passer 2 ans. À ce moment-là, Maurice, le compagnon de Rosemary Ndlovu et père de son enfant, devient malheureusement sa 3e victime. Son corps est découvert à Olifantsfontein, portant plus de 76 coups de couteau. En fait, le mardi 13 octobre 2015, Rosemary signale la disparition de Maurice, prétextant qu'il n'est pas rentré après une dispute, comme il se disputait assez régulièrement. Elle contacte d'abord l'employeur de son compagnon, puis son frère Justice et leur propriétaire qui s'appelle Maloloke, qui étaient tous très proches de Maurice. Elle affirme à ce moment-là qu'elle n'a pas eu des nouvelles de son compagnon depuis la veille, et elle s'apprête même à se rendre au poste de police pour signaler sa disparition. Sauf que c'est à ce moment-là que le poste de police va l'appeler pour l'orienter vers le centre de traumatologie où on va lui annoncer qu'on a découvert le corps de Maurice. En fait, il a été retrouvé devant le portail d'une maison. Son corps est autopsié et l'autopsie révèle, comme je le disais, 76 coups de poignard sur sa personne.
Le mobile financier, une fois encore, est précis. 16 polices d'assurance vie avaient été souscrites auprès de différentes compagnies d'assurance depuis 2011, début de leur relation. Donc en 4 ans, 2011 à 2015, cette femme a souscrit 11 polices d'assurance sur la vie de son compagnon. La 11e police d'assurance sera même souscrite 4 mois seulement avant la mort de Maurice. Rosemary touchera ici 416 000 rands, 24 000 euros, et ne contribuera qu'à hauteur de 40 000 rands aux funérailles. Mais toutes les réclamations là aussi ne vont pas porter leurs fruits parce que les compagnies d'assurance vont se poser certaines questions par rapport à certaines incohérences, des irrégularités qui vont se dévoiler, qui vont apparaître au fur et à mesure des enquêtes. Par exemple, on va constater que Rosemary, au moment où donc elle souscrit, elle va faire, comment dirais-je, des déclarations qui ne sont pas tout à fait vraies, puisqu'elle va déclarer par exemple que Maurice est son époux, mais elle est incapable de prouver l'existence du mariage ou d'apporter toute autre preuve d'union. Quand on présente en fait la photo du défunt à la compagnie d'assurance, un représentant de la compagnie d'assurance Assopol va déclarer que l'homme en fait qui avait souscrit la police d'assurance et qu'il avait rencontré lui-même au moment de la souscription n'était pas du tout Maurice le défunt dont on lui montrait la photo. Donc il y avait une incohérence entre les personnes. Un expert en écriture va également comparer les signatures sur les polices d'assurance et la signature de Maurice réelle. Et il va confirmer en fait que les polices sur les polices d'assurance, enfin les signatures sur les polices d'assurance sont falsifiées. Ce qui les pousse alors à penser que Maurice n'était même pas au courant de l'existence de ces polices d'assurance. Et en fait, on découvrira un peu plus tard que Rosemary utilisait des complices pour se faire passer pour Maurice lors des souscriptions. Et donc ce monsieur effectivement n'était même pas au courant du fait qu'il y avait 11 polices d'assurance sur sa vie. Mais fait très important, avant sa mort, Maurice avait survécu à 2 tentatives d'assurance, d'assassinat. D'abord, un tueur à gages l'attendait devant chez lui, mais son arme s'est enrayée. Ce soir-là, comme par hasard, Rosemary l'avait envoyé chercher des couches alors que leur enfant était malade et se trouvait à l'hôpital. La deuxième fois, un incendie criminel se déclare dans sa chambre et c'est causé par des bouteilles d'essence qui sont placées comme par hasard sous le lit de Maurice et il va échapper de justesse à l'incendie. Mais le statut de policière de Rosemary va lui permettre d'être présente lors de toutes ces enquêtes et les dossiers de ses victimes vont systématiquement disparaître. Sa position professionnelle va ainsi faciliter ses actes criminel. Hallucinant, n'est-ce pas? Après la mort de Maurice, on arrive en fin 2015. Zanele Mota entre en contact avec sa tante Rosemary en juin 2016. Alors, elle laisse derrière elle 3 enfants ainsi que son petit ami qui est le père en fait de ses enfants. Elle les laisse pour aller passer quelques temps avec sa tante Rosemary dans l'espoir que cette dernière en fait l'aide à récupérer la maison de son défunt père qui était occupé par Directeur de Louvoux, son oncle, le frère de Rosemary. En fait, Zanele possédait une maison que son père lui avait léguée lorsqu'elle était très jeune. Il est décédé. Toutefois, comme elle était mineure, la famille s'est réunie et a décidé que son oncle Directeur allait occuper les lieux jusqu'à ce que Zanele atteigne l'âge adulte et puisse récupérer son bien. Sauf que désormais adulte et mère de famille, puisqu'elle a 3 enfants avec son petit ami, Zanele décide de récupérer son bien. Mais son oncle refuse et prend racine dans la maison. Il s'accroche à cette maison qu'il ne veut pas lâcher. Donc face à la situation, Zanele décide d'aller voir sa tante, qui est policière, pour voir avec elle s'ils peuvent trouver une solution à sa situation. Zanele donc s'installe chez Rosemary, espérant que celle-ci va l'aider à récupérer sa maison.
Mais au lieu de ça, sa tante va la persuader de souscrire une police d'assurance vie et obsèques, arguant que on ne sait jamais, elle est quand même mère de 3 enfants et que cela les protégera. Vous connaissez déjà le schéma. En réalité, Rosemary va s'enregistrer elle-même comme bénéficiaire unique de toutes les assurances de Zanele à la place de ses enfants, mais Zanele ignorait totalement à qui reviendrait l'argent en cas de décès. En fait, elle n'a même pas fait attention aux personnes bénéficiaires qui étaient inscrites sur les polices d'assurance. Le 13 juin 2016, Zanele s'est retrouvée sur le bord de la route avec des égratignures, des ecchymoses, après avoir été heurtée par un vélo. Ce n'est que le lendemain que sa tante a appris son admission à l'hôpital. Donc, elle quitte son travail et se rend donc à l'hôpital pour rendre visite à sa nièce. Au moment où elle arrive, les infirmières s'apprêtent en fait à laisser partir Zanele puisque ses blessures ne sont que superficielles, elle n'a pas de fracture, elle n'a pas de lésion interne qui pourrait mettre sa vie en danger, donc on lui dit globalement qu'elle peut rentrer chez elle. Pourtant, Rosemary va raconter un peu plus tard une autre version. Selon elle, elle aurait retrouvé Zanele en fauteuil roulant, incapable de parler, de tenir debout et en tente attentionnée, elle l'aurait ramené chez elle et lui aurait administré des analgésiques. Mais le problème, c'est que ces analgésiques étaient-ils réellement adaptés à son état? Et si oui, pourquoi les médecins auraient-ils autorisé sa sortie si elle était dans un état aussi critique et sans aucune prescription médicale, puisque les analgésiques qu'elle a pris ne sortaient pas du tout de l'hôpital ni n'avaient été conseillés par les médecins. Rosemary affirmera également qu'elle avait tout fait pour Zanele à ce moment-là. Elle avait fait le ménage, elle avait cuisiné et elle avait même fait manger, nourri directement elle-même Zanele car elle était selon elle incapable de faire quoi que ce soit.